Claude Malhuret, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Le premier tour des législatives, c'est dans 4 jours seulement. Alors on voit que l'excitation médiatique monte. En revanche, l'opinion répond dans un grand bâillement. Qu'est-ce que vous faites comme lecture de ce hiatus? Le hiatus, on pouvait déjà le faire en partie lors de la présidentielle. C'était Alors, un peu moins pire, en si partie, j'ose c'est dire. pour ça Voilà. que je dis en partie. C'est pas nouveau. On voit bien d'élection en élection que l'affect et l'enthousiasme diminuent. C'est un des gros problèmes des démocraties aujourd'hui. C'est pas le seul problème. Euh, le problème de l'affrontement avec les dictatures ou les régimes illibéraux est un autre problème. Le problème des réseaux sociaux, dont Obama dit que c'est une des principales menaces pour la démocratie, est réel et conduit beaucoup de gens à se détourner, à penser que les mécanismes démocratiques ne sont plus les bons et qu'il faut passer à une démocratie directe qui est malheureusement une démocratie de la foule et pas du tout une démocratie du peuple. On va voir le résultat dimanche. En définitive, ce sera un peu le juge de paix. Est-ce qu'il y aura moins de 50% ou plus de 50% de votants? On a parfois des surprises. Aux dernières européennes, ça remontait. La dernière présidentielle n'était pas catastrophique au point de vue Mais c'était pas une surprise des non plus. scores. Voilà. Mm. On va voir. Aujourd'hui, le pilotage des démocraties est un problème et l'élection n'est qu'une partie des problèmes. Alors, vous avez vu que les sondages en donnent les 3/4 des intentions de vote pour ce trio ensemble, NUPES, je ne sais pas comment vous le prononcez, et Rassemblement national. C'est-à-dire que les Républicains sont autour de 10-11%, les socialistes, on n'en parle même pas. Ça donne une force centrale, macronienne, et deux partis extrêmes. C'était le pari d'Emmanuel Macron de faire exploser le système. Il y est parvenu. Oui, alors tout le monde dit que c'est le pari d'Emmanuel Macron et que c'est lui qui donne cette situation. Et tout le monde dit c'est une situation dangereuse et c'est un pari dangereux parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'alternative au bloc central que les extrêmes. Je comprends ce qu'on dit. Je comprends qu'on dise ça. Le problème, c'est que c'est pas le pari de Macron, c'est la réalité. Si vous Il avait regardez, parié sur cette réalité. Alors, voilà, on il peut avait dire ça. compris avant les autres cette réalité en Et il 2017. avait fait cette réalité, Voilà, il mais avait fait c'est sienne pas cette lui réalité. c'est pas lui qui l'a créé. Si vous regardez toutes les démocraties aujourd'hui, si vous regardez euh, tous les Bolsonaro, les Orban, et les autres d'ailleurs, les démocrates, vous voyez que aujourd'hui le clivage droite-gauche, qui existe toujours mais qui s'est beaucoup atténué, est remplacé par un clivage démocrate-populiste. Et c'est exactement ce que Macron a identifié le problème. On a un Disons qu'il n'a pas freiné le processus. Il a Non, appuyé mais sur l'accélérateur. il a constaté et il a dit la situation est celle-là et on va en tenir compte. Mais rappelez-vous, après tout, Giscard d'Estaing disait moi je veux rassembler 2 Français sur 3. C'est pas tellement différent en définitive. Sauf que Giscard n'y est pas arrivé. Le problème, la spécificité en France, c'est qu'au lieu d'avoir des démocrates d'un côté et des populistes qui sont à 90% d'extrême droite dans tous les pays, nous avons en France, pour des raisons historiques, parce que tous les mômes qui vont à l'école, tous les contestataires ont appris qu'il fallait être sans culotte et qu'il fallait préférer Robespierre à Tocqueville, on a cette spécificité en France que le populisme est divisé en deux, de la droite et de l'extrême droite et de l'extrême gauche. On a un Moi, Jean-Luc Mélenchon en France. oui, Voilà. moi, d'une certaine façon, je m'en félicite parce que ça les empêche d'être au pouvoir. En revanche, le danger qui vient dans les jours qui viennent, c'est surtout de savoir si ce bloc central aura la majorité ou il ne l'aura pas. Parce que si elle l'a, OK, le président fait son programme. Si elle ne l'a pas, c'est pas une cohabitation traditionnelle. Après tout, on pourrait dire, bon, il n'y a pas la majorité, c'est une cohabitation, comme avant. Mais là, c'est pas une cohabitation. C'est deux extrêmes qui n'ont rien de constructif à proposer, qui vont s'opposer en permanence, qui ne peuvent pas remplacer la majorité et gouverner ensemble. Et par conséquent, c'est un vrai blocage C'est une vraie potentiel paralysie des potentielle. institutions et c'est ennuyeux, très ennuyeux. Alors, on a donc Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, donc l'autoproclamé candidat au poste de Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez entendu Olivier Véran ce matin qui disait toute l'horreur que lui inspire la perspective d'un Mélenchon à Matignon. On écoute Véran. On a eu une crise sociale, les Gilets jaunes, une crise sanitaire sans précédent, la pandémie, une crise géopolitique avec la guerre aux frontières de l'Europe. N'ajoutons pas une crise institutionnelle avec un pays qui ne serait plus gouvernable. Une cohabitation avec un extrême politique n'est pas une cohabitation avec un parti de gouvernement. Par ailleurs, une cohabitation pendant 5 ans
n'est pas une cohabitation pendant 1 an et demi, 2 ans, en fin de mandat, pour avoir un peu d'alternance. Mais le fait qu'à 4 jours des élections législatives, vous et moi, Olivier Véran, tout le monde, parlons de Jean-Luc Mélenchon et de cette hypothèse de Jean-Luc Mélenchon à Matignon, montre qu'il a quand même gagné son pari, lui, son pari tactique. On va voir ça dimanche. Oui. Non, mais Moi, je crois tactiquement, il a bien joué. il a réussi à faire le buzz. Mm. Il a réussi à être le Premier ministre des médias, et notamment de certains médias, je ne parle pas du vôtre en l'occurrence, mais de certains médias qui ont pendant 2 ans construit le mythe et la crainte ou le désir, ça dépend des camps, d'un candidat d'extrême droite et puis qui s'est effondré devant l'énormité de ce qu'il a raconté. Vous Ils ont pensez à pendant- Éric Zemmour, là. Oui, bien sûr. Voilà. Ils ont, pendant un mois, entre les deux tours de la présidentielle, réussi à faire croire à tout le monde que Marine Le Pen avait des chances. Mhm. Le buzz, et maintenant, c'est le troisième épisode. Et quand ce sera terminé, puisque évidemment Mélenchon ne sera pas Premier ministre, Mélenchon va continuer sa démonstration et il va dire 4e tour. Il a perdu le premier, il n'a pas été au deuxième, il va perdre le troisième, même s'il fait plus de voix qu'avant, et il va dire maintenant c'est le 4e tour social, et il va à la fois avec l'étau vis-à-vis du gouvernement de l'Assemblée d'un côté et de la rue de l'autre, Il va appeler à essayer de tout descendre. casser, ce qui est son but. Véran a raison. Évidemment, l'hypothèse ne se fera pas. En revanche, le 4e tour politique et social, il va être là, il va être bien là, et c'est une catastrophe pour la France vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le programme économique, les revendications sont totalement folles. Je pense que la plupart des gens sérieux quand même s'en aperçoivent aujourd'hui. Peut-être à la limite le fait qu'il ait eu tant d'expression au cours de ces derniers mois, tant de possibilités d'expression, ça monte petit à petit. En général, il est toujours pareil, Mélenchon. Il fait le buzz, et puis quand il devient trop mégalo, quand il a tous les micros tendus vers lui, il finit par dire des bêtises. J'allais dire plus que ça. C'est ce qui est en train de se passer. J'espère que ça va continuer à se passer dans les 4 jours qui viennent. Vous pensez que la raison raisonnable l'emporte en politique, vous? Jusqu'à présent, en France, on n'a pas eu Trump, on n'a pas eu Bolsonaro, on n'a pas eu Orban, etc., etc. Donc oui, depuis le début de la Ve République, en général, et malgré des moments et des majorités contre lesquelles j'étais, notamment en 81, on n'a pas eu de choses épouvantables. La raison l'a emporté. Mélenchon, Oui. ce Je ne serait suis pas sûr qu'elle l'emporte définitivement. Mélenchon, ce serait une chose épouvantable. D'abord, c'est pas possible. Oui. Non, mais Il n'aura jamais une majorité pour gouverner. Et deuxièmement, le programme, enfin, le programme économique est fou. 250 milliards qui représentent 10% du PIB, c'est totalement... Le lendemain du jour où Mélenchon serait Premier ministre, vous avez les taux d'intérêt qui s'envolent, vous avez les investisseurs qui s'en vont, vous avez le Venezuela, et pas en quelques mois, en quelques semaines, c'est pas possible. Mais ça ne se fera pas, donc c'est pas très grave. N'empêche qu'il y a un petit fond de l'air qu'il distille en permanence et qui va influencer les mouvements sociaux dans les mois qui viennent, et qui est évidemment, alors que la situation va être dramatique partout, difficile partout économiquement, pas seulement en France, dans tous les pays. Je ne parle même pas de l'Afrique avec les problèmes alimentaires qui vont être dus à la guerre en Ukraine et à l'invasion de Poutine, mais dans ces temps qui vont être extrêmement difficiles pour tout le monde, il va rendre plus difficile l'explication par les différents gouvernements, quels qu'ils soient, de l'effort qu'il va falloir faire. Et c'est dangereux. alors vous avez quitté les Républicains après le naufrage de la campagne de François Fillon. La tragédie Pécresse, vous l'avez regardée d'un peu loin, mais quand même. Oui, et maintenant je suis un peu plus loin. Voilà, mais Tragédie qui était inscrite dans qui était inscrite dans l'histoire. À partir du moment où vous vous présentez dans un parti qui n'a pas réussi à faire le choix entre les 40% qui suivent Ciotti et qui sont prêts à voter Éric Zemmour, et les autres qui sont attirés par la Macronie parce qu'ils se disent il va bien falloir aller chez les démocrates et pas chez les extrêmes, comment voulez-vous faire une campagne qui réussisse? Vous avez un double discours en permanence, vous êtes obligé de faire le grand écart, ça ne pouvait pas se terminer autrement. enfin, elle n'a pas été beaucoup aidée par Nicolas Sarkozy. Hein. Non. Le vrai poignard, c'est quand même lui qui l'a tenu. Oui, enfin moi je suis plus depuis 5 ans dans ce parti, et par conséquent j'ignore et je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je n'ai pas non plus à me moquer de mes anciens amis. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais il est vrai que c'est la réalité, ce que vous dites, et que c'est en même temps la conséquence
d'une impossible. Et c'est le fait aujourd'hui qu'elle est dans cette situation très délicate, parce que c'est pas que la campagne des présidentielles, c'est pas que la campagne des législatives. Ils vont avoir le même problème demain. Je sais pas ce qui va se passer au Congrès, je crois que c'est en septembre ou en octobre. Quand Jacob va passer le relais, ils vont avoir exactement le même problème. Et c'est très angoissant, sans doute, pour eux. Alors c'est pour ça que vous avez, vous, créé et pris la présidence de ce groupe, les Indépendants au Sénat, puis que vous avez rejoint en 2021 le parti Horizon, fondé par Édouard Philippe. Ça veut dire que pour vous, la droite républicaine, elle va se jouer avec la Macronie ? Au sein de la Macronie ? Moi, je pense que le problème est très simple. L'avenir de la droite va être de décider si elle est dans le camp des démocrates et de la République, ou si elle va être dans le camp de l'extrême droite. Et on voit bien qu'elle est déchirée là-dessus. Mais il y a des démocrates de droite qui sont dans la Macronie et des démocrates de droite qui sont encore chez les Républicains. Voilà, mais pour moi, l'avenir de la droite, il est chez Horizon, avec un leader qui est un ancien Premier ministre, qui est l'homme le plus populaire de France actuellement, qui a les moyens... Parce qu'il est ancien Premier ministre, justement, ça aide à être aussi populaire. à cause de ses qualités personnelles et de son discours. Faites-lui quand même cette grâce. Et par conséquent, pour moi, l'avenir de la droite, il est républicain, il est démocrate, et il est dans une majorité présidentielle qui est elle-même républicaine et démocrate. C'est une composante de cette majorité, et je pense que... Mais vous ne dites pas que le leader, c'est Macron. Parce que beaucoup de ceux qui viennent de la droite et qui ont rejoint la majorité aujourd'hui disent qu'au fond, le leader naturel, c'est le président de la République. Macron est de toute façon le président de la République. Non, Macron est le leader de la majorité présidentielle. De ce qui reste de la droite. Il est le leader aujourd'hui de l'ensemble constitué de la droite républicaine, du centre et de la gauche républicaine et démocrate. Il n'en reste pas moins qu'il y a au sein de cet ensemble des personnalités, et celle d'Édouard Philippe incarne ce qu'il ne cesse de dire d'ailleurs par rapport à Emmanuel Macron, loyaux et libres. Voilà. Ça vous définit aussi, ça, loyal et libre ? Oui. Oui, on n'est pas. La démocratie, c'est pas d'être le doigt sur la couture du pantalon. La démocratie, c'est de faire ses propres propositions, c'est d'essayer de les défendre, de convaincre, mais de le faire dans une majorité, parce que dans une majorité d'ailleurs avec laquelle on se sent bien. Et vous y sentez bien dans cette majorité ? Oui. Écoutez, Macron, je vois bien ce que raconte l'extrême droite, ce que raconte l'extrême gauche, ce qu'en racontent beaucoup de gens sur Macron, le dictateur. Les gens qui disent cela de Macron, c'est des gens qui à l'extérieur sont les aficionados, les adorateurs de Poutine, de Trump, etc. Vous avez une extrême droite qui, depuis un siècle, a pour ennemi jurait la plutocratie et le communisme, et qui aujourd'hui, à l'étranger, a comme idole un plutocrate américain et un ancien colonel du KGB. Voilà, donc vous dites qu'ils n'ont pas de leçons à vous donner. Voilà. C'est même bien pire que ça. Traiter Macron de dictateur, alors qu'évidemment il ne l'est pas, qu'il respecte comme tous ses prédécesseurs les institutions, c'est une injure. Et quand on soutient de vrais dictateurs, quand on soutient le boucher qui est en train de massacrer l'Ukraine, et en ce qui concerne la gauche, c'est pareil. Je veux dire, se jeter dans les bras de l'adorateur de Castro, de Maduro, et lui aussi de Poutine, parce qu'ils sont, pour moi, vous savez, l'extrême droite et l'extrême gauche, je vais peut-être choquer certains en disant ça, c'est la même chose. Quand je dis il y a un problème entre démocrates et populistes, les populistes, ils peuvent être d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais ils ont beaucoup plus de points communs que de points de désaccord. Pourquoi vous, Claude Malhuret, vous vous obstinez à ne pas vouloir devenir ministre ? J'ai déjà donné. C'est pas une bonne réponse, ça. D'abord, personne ne me l'a proposé. Et deuxièmement... Vous n'avez pas fait beaucoup de choses pour qu'on vous le propose. Oui, je sais que Nicolas Domenach, et c'est un petit sujet qu'on a eu ensemble, a lancé le bruit que je faisais partie des ministres. Écoutez, j'ai déjà donné, je suis probable, et j'ai effectivement, pour couper court à cette rumeur, dit à l'avance que de toute façon, je n'étais pas candidat. Pourquoi ? La principale raison... Mais vous savez qu'il ne faut pas dire ça dans ce monde-là, qu'on n'est pas candidat au poste de ministre. Mais quand on ne l'est pas, il n'y a pas de raison, de ne pas le dire. Mais la principale raison, c'est que je suis très bien
là où je suis, le groupe des indépendants. D'abord, le mot indépendant, c'est exactement ce que j'ai toujours souhaité être. Je suis médecin, je fais partie d'une profession libérale, indépendante. Le caractère, je le suis. Et je peux dire, c'est quand même une force fantastique aujourd'hui d'être au Sénat et de pouvoir dire ce que vous voulez, quand vous voulez, être constructif sur les points qui vous font plaisir, critiquer quand ça ne vous fait pas plaisir, plutôt que d'être ministre, le doigt sur la couture du pantalon. Puis vous voyez actuellement être dans un gouvernement, que ce soit en France ou ailleurs, avec les réseaux sociaux et tout. Moi, j'aime Mais bien. justement, votre expérience pourrait être utile J'aime bien dans un gouvernement. J'aime bien le tir au pigeon, mais j'aime pas être le pigeon. Et aujourd'hui, être ministre, c'est un jeu de massacre épouvantable. Donc, je suis beaucoup mieux libre de ma parole là où je suis, peut-être moins influent qu'un ministre, mais sans doute avec la possibilité de dire ce que je veux. Et une fois qu'on a discuté ça avec l'ensemble de mes sénateurs, qui sont aussi des amis. Et est-ce que vous allez faire campagne pour Édouard Philippe pour le prochain coup, Bah, prochain tour de la présidentielle S'il est, dans s'il est 5 ans? candidat, bien sûr que je ferai campagne pour lui, mais évidemment, il est trop tôt pour savoir quels seront les... Enfin, 5 ans en politique aujourd'hui, c'est l'éternité. Donc, personne ne peut savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Si Édouard Philippe est dans la situation de pouvoir être candidat et s'il décide de l'être, bien entendu que je le soutiendrai, mais on ne va pas faire de politique fiction. Depuis quelques jours, la question des violences policières et la notion de légitime défense embrase le débat public. Alors on entend les positions les plus opposées s'exprimer. On va écouter d'un côté Sandrine Rousseau, de l'autre côté Marine Le Pen. Il faut revoir la loi et faire en sorte que la légitime défense soit au cœur de l'action des policiers, c'est-à-dire qu'ils ne puissent tirer que en cas de légitime défense, qui a été modifié en 2017. C'est Fabien Jobard qui a fait l'exégèse de ces textes. Et là, aujourd'hui, on a une doctrine de maintien de l'ordre qui ne va pas du tout. Je considère que les policiers doivent bénéficier d'une présomption, en quelque sorte, de légitime défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut présumer qu'ils ont agi en état de légitime défense, sauf démonstration contraire. Légitime défense comme dernier recours versus présomption de légitime défense. Comment on fait pour arbitrer entre la nécessité de laisser la police faire son devoir et la banalisation de pratiques violentes? Eh bien, comment on fait? On fait comme c'est aujourd'hui. Moi, je trouve que le système aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie. Il y a, comme on vient de l'écouter, des procédures, il y a des protocoles d'action. Il y a, je vois, quand j'entends l'extrême droite et l'extrême gauche qui soutiennent des dictateurs partout, dans des pays où la police tue. Je me réfère au tweet de Jean-Luc Mélenchon. Oui. La police tue, oui, au Venezuela, et c'est pas que la police. Donc la police tue dans les pays que Jean-Luc Mélenchon vénère. En Russie, à Cuba, etc. Et qu'on vient nous dire, parce qu'il y a parfois des problèmes, il peut y avoir des problèmes partout, et qu'on vient nous dire la police tue en France, c'est quelque chose non seulement d'insupportable, mais d'abject. 2 poids, 2 mesures, des milliers de morts, des milliers d'emprisonnements de prisonniers politiques dans les pays que soutiennent l'extrême droite et l'extrême gauche, et on vient nous donner des leçons de morale aujourd'hui. Vous êtes en colère, en fait, contre cette campagne présidentielle et législative, où l'extrême droite et l'extrême gauche ne cessent de donner des leçons de morale et pour certains de progresser, ce qui me met plus qu'en colère. Nous sommes aujourd'hui dans un pays, comparé à tous les pays du monde, y compris des pays démocratiques, où la police n'est pas une police factieuse, n'est pas une police qui tue, comme le dit Mélenchon. Et lorsqu'il y a un problème, d'ailleurs, il y a un problème aujourd'hui, les policiers ont été en garde à vue, il y a une enquête qui est menée, nous sommes dans une procédure démocratique, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc l'équilibre, c'est ni Sandrine Rousseau, ni Marine Le Pen, ni Mélenchon, ni Le Pen. L'équilibre, c'est l'équilibre démocratique actuel. Oui, est-ce que vous ne croyez pas que si on revivifiait ou on réinventait des partis traditionnels de droite et de gauche, il y aurait moins d'écho, moins d'espace à occuper pour l'extrême droite et l'extrême gauche? Est-ce qu'il n'en va pas de la responsabilité de grands élus comme vous, de revivifier des partis traditionnels? C'est ce que nous essayons. Pas exactement. Je ne sais pas si nous réussirons, mais c'est ce que nous essayons avec Horizon. Vous êtes mis dans le giron de la majorité. On ne dit pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On dit nous sommes dans la majorité, nous sommes démocrates, mais nous sommes du centre droit. Nous voulons
incarner la droite républicaine de demain. Donc, Horizon a quelques mois. Je ne sais pas si nous y réussirons ou pas, mais aujourd'hui, beaucoup de maires, regardez le développement d'Horizon en quelques mois seulement. Les maires de grandes villes, de Reims, d'Angers, de Nice, d'Angoulême, d'Ajaccio, enfin des comités locaux multiples, etc. Horizon est une force en train de croître. Est-ce qu'il ne faut pas se détacher et qui a- justement de la majorité Mais et créer un parti de droite? Mais nous sommes un parti de droite républicaine et nous voulons le faire grandir et nous pensons que l'avenir et donc je suis d'accord avec vous pour dire le clivage droite-gauche n'est pas aujourd'hui effacé. Il y a des gens qui ont des idées de gauche, des gens qui ont des idées de droite, mais Macron estime qu'on peut très largement les faire travailler Et vous ensemble. pensez Il ça, n'en reste vous, pas moins. qu'on peut les faire travailler ensemble? Oui, bien sûr, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont chacun des spécificités et qu'il faut jouer sur une complémentarité et non pas sur un antagonisme. Mais cette occupation de l'espace démocratique, évidemment, et sur le flanc droit de la majorité, c'est l'objectif Horizon. Je ne suis pas sûr que nous y arriverons, mais c'est notre objectif. Alors un mot quand même sur l'Ukraine. Vous êtes rendu à Kiev fin avril, vous avez rencontré des parlementaires ukrainiens ainsi que le maire. Hier, vous participiez à la réception officielle de la Rada aux côtés de Gérard Larcher. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est dit pendant cette réception? D'abord, il s'est dit toute l'admiration. C'était le président de la Rada qui était là, et il s'est dit toute l'admiration que l'on a aujourd'hui pour le combat des Ukrainiens. Les Ukrainiens défendent leur patrie, ils défendent leur liberté, ils défendent leur démocratie, mais ils défendent l'Europe. Enfin, tout le monde a compris que Poutine, ce qu'il veut écraser, c'est l'Europe à travers l'Ukraine et en commençant par l'Ukraine. Donc, c'est d'abord ça qu'on a exprimé. La deuxième expression, c'était de dire de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Nous vous aidons, mais nous pouvons peut-être vous aider plus. Et la réponse n'a pas été une surprise. La réponse a été des armes anti-aériennes, des roquettes, des missiles, parce que c'est ce que les Russes ont et que nous n'avons pas. Et nous gagnerons la guerre si nous les obtenons. On a déjà obtenu beaucoup. Et le discours du président de la Rada a été de remercier la France. Mais nous, notre discours a été de dire nous sommes prêts à faire plus et à essayer de convaincre le gouvernement, comme tous les gouvernements européens, d'aller plus loin. Voilà ce que nous nous sommes dit hier. Et alors, Gérard Larcher a accepté l'invitation du président de la Rada de se rendre à Kiev. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne devrait pas le faire? Je pense qu'il devra le faire. Et je pense que le plus tôt sera le mieux. Et maintenant, on accueille le directeur adjoint de la rédaction du Point, Christophe Onodibio. Cher Christophe, bonsoir. Bon, une parole franche et libre, ça fait du bien. Loyal et libre. Loyal, voilà, il ne veut pas de l'adjectif franc. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, demain, qui sera à Gaillac, devrait faire un discours solennel, comme l'avait fait Giscard en 78, juste avant les élections? Il avait gagné de justesse. Il avait parlé de la nécessité de faire le bon choix, le choix de la raison. Est-ce que c'est ce que devrait faire demain Emmanuel Macron? Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je pense que ce serait important de le faire. De quelle façon? Est-ce qu'il faut que ce soit solennel ou pas solennel? Je ne sais pas. Quand il parle, c'est mais souvent on est, solennel. et vous avez raison de le dire, on est un peu dans la même situation. Je dirais dans une situation sans doute plus dangereuse, parce que si Giscard avait perdu les élections de cette année-là, 78, je crois, 78. c'était une cohabitation. Et c'était une cohabitation, je dirais, ça aurait été la première, ça aurait été une cohabitation comme on en a vu d'autres, traditionnelles, avec une alternative. Si demain la majorité, si dimanche la majorité, ou dimanche en 8, n'a pas la majorité à nouveau, vous vous retrouvez dans une situation de blocage institutionnel, avec une force, parce qu'on voit bien qu'il y a 3 blocs maintenant, tout le monde le dit, l'extrême gauche, l'extrême droite, il n'y a aucune alternative. Et par conséquent, vous vous dirigez automatiquement vers un blocage des institutions, très rapidement, très probablement,